Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce nouvel épisode, 9e épisode de la saison 2 des universités politiques du confinement sur l'écologie politique. Donc l'objectif en fait de ces universités du confinement, c'était de continuer à débattre malgré les circonstances compliquées qui faisaient qu'on était dans l'impossibilité de se rassembler, mais en tout cas qu'on continue à réfléchir ensemble et particulièrement suite à la crise qu'on a traversée et qu'on traverse encore sur ce monde d'après. Et donc sur différentes thématiques, on a sollicité des intervenants pour pouvoir débattre un petit peu sur ces différentes thématiques. Et là, en l'occurrence, ce soir, on va parler d'écologie politique. Donc moi, je suis très contente d'être avec vous pour ce débat aujourd'hui qui va durer entre 45 minutes et 1 heure. Donc on a la chance d'avoir avec nous Arthur Nazaret. Donc merci encore de ta présence Arthur. Tu es auteur d'un livre, donc Une histoire de l'écologie politique de René Dumont Nicolas Hulot. Et tu es journaliste au service politique du Journal du Dimanche. Exact. Merci beaucoup encore d'avoir accepté notre invitation. Donc ce Ouais. format, en fait, il est vraiment basé sur l'interaction. Donc vraiment, j'incite les spectateurs à ne pas hésiter à poser toutes les questions. Ne vous censurez pas. Voilà, l'idée, c'est que Arthur puisse nous faire une première présentation et ensuite, je prendrai toutes les questions grâce à l'outil Q et R que vous voyez en bas de votre écran. Donc n'hésitez pas à nous solliciter à travers ce modèle-là et moi, je transférerai directement les réponses, les questions, et on attendra les réponses d'Arthur. Donc l'idée vraiment c'est de participer, donc n'hésitez pas. Pour précision, la conférence est enregistrée et un replay sera disponible sur la page Facebook des universités politiques du confinement. Donc je vous propose qu'on laisse la parole à Arthur dans un premier temps et ensuite on passera aux questions. Donc là on est sur une thématique qui est donc liée à l'écologie politique. Donc ça a été la thématique de ton ouvrage, Arthur. Donc j'imagine que tu t'intéresses depuis un certain temps à ces questions. C'est vrai que nous, en tant que socialistes de gauche, évidemment, cette question de l'écologie politique est de plus en plus présente, hein, même si c'est pas forcément extrêmement récent, mais on voit que ça prend de plus en plus de place. Donc l'idée, c'est d'avoir ton analyse particulièrement parce qu'on vient de traverser une période, une crise sanitaire mondiale qui finalement vient nous interroger, je pense, à titre personnel, sur notre rapport au vivant, sur notre rapport à l'environnement, sur notre rapport au corps, en fait, hein, le fait que les choses sont finies, qu'il peut y avoir des éléments qui viennent de l'extérieur, qui viennent nous couper comme ça, et on ne pensait pas que la société pourrait être déstabilisée à ce point-là, mais en l'occurrence, le modèle social, le modèle économique, tout s'arrête par un événement extérieur, hein, quelque chose qui vient ramener et rappeler à l'homme qu'il est mortel et qu'il a ses limites aussi. Donc je pense que ça a été une période vraiment importante aussi. Donc moi, j'aurais une première question, mais peut-être je vais te laisser la parole de manière libre au début sur voilà, ta vision, quel est le message en fait que tu as voulu faire passer dans le cadre de cet ouvrage que tu as rédigé. Ah, alors ça, c'est une bonne question. Aucun. Parce qu'en fait, l'idée, c'était de raconter une histoire. C'est des récits. J'ai entendu j'ai eu des réunions, des rendez-vous avec plus d'une centaine de personnes. J'ai lu à peu près tout ce que je trouvais de livres, de biographies, d'autobiographies. Donc l'idée, c'était vraiment de raconter pour moi cette histoire que j'ai fait commencer en 74, même si évidemment c'est arbitraire parce que ça commence dès les années 60. Mais la première fois qu'il y a un candidat à une élection importante, à la présidentielle, c'est René Dumont et c'est en 74. Donc moi, je connaissais très peu cette histoire. En fait, j'ai commencé comme journaliste politique sur les Verts et au bout de quelques temps, autant je connaissais l'histoire du Parti socialiste, les grandes figures, les grandes idées aussi de la droite, parce que c'est des choses moi j'ai fait Sciences Po à Lyon, c'est des choses qu'on aborde dans ces cas-là. Mais autant sur l'écologie politique, je ne connaissais à peu près rien. Je confondais Lalonde et Wechter. Donc petit à petit, je me suis dit, c'est quoi l'écologie politique? Ça remonte à quand? Et je me suis intéressé à cette histoire. Et donc j'ai rencontré tous les acteurs encore vivants. Et donc j'ai raconté cette histoire qui est vraiment un récit que j'ai essayé de faire le plus vivant possible. Ça n'empêche pas d'aborder évidemment les idées, mais c'est surtout de l'humain. Et il y a trois choses que ne sont pas ce livre. Pardon, c'est pas un livre de politologue, c'est pas un livre d'historien, et c'est pas un livre de philosophe. C'est pas l'histoire des idées. Donc le but, j'avais pas de thèse, je n'avais rien à démontrer. D'ailleurs, souvent je découvrais en avançant. Donc l'idée, c'était vraiment de raconter une histoire, et même si c'est vrai, en racontant cette histoire, ça m'a permis d'analyser un peu ce qui s'était passé et de comprendre. Et alors
J'essaie de faire assez court parce qu'effectivement, c'est plus sympa si c'est interactif. Moi, il y avait deux thématiques qui m'étaient indiquées dans le mail de Thomas Chevandier. C'était la dynamique des écolos et est-ce qu'il y avait des convergences possibles. Alors, sur la dynamique politique, aujourd'hui, on a l'impression que tout sourit aux écologistes, que ça serait le nouveau paradigme et la question autour de laquelle la gauche devrait se reformuler. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont le vent en poupe. J'imagine qu'on parlera des municipales. Mais ce qui est très nouveau, en fait, c'est qu'aux européennes, les dernières européennes en 2019, ils ont été en tête de l'espace écolo-socialiste. Je n'ai pas trouvé de meilleur mot pour le décrire, il faudra peut-être affiner. Mais c'est la première fois qu'ils sont devant le PS, qu'ils sont devant les Insoumis, qu'ils sont devant aussi Génération. Et quasiment à chaque fois avec le... Je me suis fait un mémo, mais je crois qu'ils ont fait 13-5, vous avez fait 6 et la FI a fait 6-5. Et donc pour la première fois, ils étaient en position de leadership dans cet espace-là, ce qui est vraiment très nouveau. Mais par ailleurs, là où c'est intéressant, c'est que si on avait fait cet entretien en 2017, certainement que notre discours aurait été totalement différent, puisqu'il faut se rappeler qu'en 2017, c'est la première fois depuis 1974 où ils n'ont pas de candidat à la présidentielle, puisque Yannick Jadot fait un accord avec Benoît Hamon, et dans la foulée aux législatives, ils vont avoir 0 député. Donc ils sont dans un creux historique en 2017, à tel point que quand David Corman prend le parti, lui, sa seule crainte, c'est de devoir mettre la clé sous la porte. Donc ça permet un peu de relativiser la poussée des écolos, même si je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas une mode, c'est vraiment ancré. On l'a vu avec les mobilisations de la jeunesse, avec Greta Thunberg, avec notre affaire à tous, avec plein de marqueurs qui sont là, c'est vrai. Mais il faut se souvenir, je vous donnerai juste 2 exemples, qu'à 2 reprises, les écolos ont déjà cru que leur moment était arrivé. C'est en 1989, c'est leur première poussée aux européennes, la première fois qu'ils ont des élus. C'est une liste qui est menée par Antoine Vechter avec une ligne politique assez différente que celle du ni droite ni gauche. C'est une affirmation de l'autonomie de l'écologie. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de faisceaux qui font que l'écologie est un peu au-dessus de la pile. Il y a eu le rapport Brundtland, Notre avenir à tous, je crois, en 87. Il y a la création du GIEC en 88. Il y a des écolos au gouvernement de Rocard. Et s'il devait y avoir un emblème, il y a une du Time avec montrant la Terre et en mettant que c'était le personnage de l'année. Et 89, c'est un bon résultat. C'est 10,6 qui pour eux est énorme, mais c'est une victoire sans lendemain. Et c'est pareil en 2009 où Daniel Cohn-Bendit va faire 16%, ce qui est 3 points de plus que Jadot cette fois-ci, et où les écologistes disent que c'est le d'idée de l'écologie, ça va être le débarquement, ils vont ringardiser le PS, ils sont à touche-touche avec le PS, et à la présidentielle qui suit, Eva Joly fait 2 et quelques pourcents, et Hollande est élu président. Donc ce que je veux dire, c'est que effectivement, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a une évidence d'une montée en puissance. Elle reste à confirmer, même si je trouve qu'il y a des bases solides. Mais il faut se souvenir plutôt que voilà, c'est les spécialistes des victoires sans lendemain. Et les municipales pourraient être la première élection où quelque part ils commencent à confirmer une ligne. Et au vu du premier tour, c'est effectivement ce qui semble pouvoir se passer. Après, je pense que si après le second tour, ils ne gagnent aucune ville, la vision de la dynamique sera totalement différente, alors même que par leur résultat de premier tour, c'est déjà un score historique pour eux. Ça, c'est pour la partie un peu dynamique à confirmer. Bon, pour aborder la question des présidentielles qui est éminemment problématique chez eux parce qu'ils ont un rapport au pouvoir et à la culture du chef qui est assez problématique, assez difficile chez eux. Alors sur les convergences idéologiques, j'avais fait tout un plan que je vais bazarder parce qu'effectivement, s'il y a des questions-réponses, c'est beaucoup mieux. Je voulais juste dire qu'au début, quand les écolos, quand René Dumont fait sa première campagne, en 1974, lui, il a été au PSU et il se décrit comme un homme de gauche, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais par contre, il a essayé d'affirmer l'écologie politique et donc prendre quelques distances, pardon. Et si on veut voir les convergences et aussi les divergences, je trouve que la campagne de 1974 est un bon marqueur parce que, par exemple, René Dumont ne veut pas y aller si le syndicaliste de la lutte des LIP, qui est un leader CFDT, si je ne me trompe pas, Charles Piaget, y va. Piaget est adhérent du PSU, donc ça montre bien que le respect ou le fait qu'il pense que la ligne du PSU et la ligne de Piaget serait redondante avec la sienne, puisque si Piaget y va, lui n'y va pas, sauf que Rocard va débrancher Piaget et Dumont va y aller. Dumont, au départ, il est agronome, il est politisé, mais ce n'est pas un homme politique, donc il ne pensait pas du tout y aller.
un espèce de commando qui vient le chercher alors qu'il est de retour du Maghreb, il arrive en djellaba rouge, il le chope, il le ramène, il lui dit tu vas être notre candidat, donc lui il réfléchit un peu, il finit par accepter, lui est tiers-mondiste, agronome, il a lu le rapport du Club de Rome en 72 et il se dit que si la planète continue comme ça, de gaspillage en gaspillage, on ira vers l'effondrement. Le mot est déjà lâché à cette époque. Et lui, quand il dit oui, il commence à dire oui, mais j'y vais pour que nos idées aient voix au chapitre, je serai votre porte-voix, mais au dernier moment, je me retirerai pour ne pas gêner le candidat de la gauche. Et ceux qui ont mis en piste sa candidature lui expliquent que c'est absolument hors de question. Et donc, lui finit par y aller. Il installe beaucoup de thèmes écolos qu'on retrouvera aujourd'hui, d'autres qui ont disparu, comme la surpopulation, parce qu'à l'époque, lui, il est pour une politique d'encadrement des naissances. Ils ont lu un ouvrage à l'époque qui est assez à la mode, qui s'appelle La bombe P de Heinrich, où il est dit en gros qu'on ne peut pas avoir une croissance exponentielle du nombre d'humains si on veut vivre convenablement sur cette terre, parce que notre mode de vie n'est pas exportable. Et donc voilà. Et donc Dumont fait cette première campagne en se met beaucoup de thèmes écolos. Et au soir du premier tour, bon, il fait un assez mauvais résultat, je crois qu'il fait 300 000 voix de tête, et se pose la question du second tour. Donc lui, il ne veut pas appeler à voter Mitterrand officiellement, mais comme il est plutôt, enfin, c'est pas qu'il est plutôt, il est écolo et de gauche, et donc du coup, entre les deux tours, il accepte d'aller voir François Mitterrand à la Tour Montparnasse, c'est là où Mitterrand a son QG, mais son équipe de campagne prend langue avec l'équipe de campagne de Mitterrand, et l'idée c'est que lui, il va, mais il ne doit pas y avoir de caméra et pas de photo. Et par ailleurs, Dumont avait envoyé une lettre et à Giscard et à Mitterrand sur plusieurs points. Seul Mitterrand lui avait répondu en étant plutôt sympa, en lui disant que c'était un de ses auteurs favoris parce que Dumont a beaucoup écrit. Donc il y avait quand même une approche qui n'était pas inexistante. Et le jour où Dumont va dans la tour Montparnasse, à peine il sort de l'ascenseur que là, il y a les flashs qui crépitent et une caméra qui saisit la poignée de main. Donc ça montre un peu, ça peut paraître anecdotique, mais ça montre un peu tout. Ça montre que d'abord, les écolos sont plutôt proches du PSU, même certains en viennent, Dumont y était, Lalonde y était, qu'après, ils ont plutôt des affinités à gauche, c'est ce que montre la visite de Dumont chez Mitterrand, et que par ailleurs, ils ont souvent eu l'impression d'avoir été instrumentalisés par les socialistes, comme cette expérience-là, cette visite-là à Mitterrand le montre, parce que lui pensait que ce serait privé, ça devient un événement, entre guillemets, public. Donc, ça renferme pas mal des problématiques qu'on trouvera par la suite. Alors, vous avez fait tout un dégagement sur plein de sujets différents. Juste pour dire qu'en gros, je trouve, moi, que si on prend, c'est un peu simpliste, mais bon, en même temps, c'est pour schématiser, je pense que si on prend de 74 à aujourd'hui, les écolos se sont un peu institutionnalisés, parce qu'au début, ils se voyaient comme subversifs, comme une contre-culture, avec un rapport très problématique au pouvoir, ils ne voulaient pas être un parti politique, ils se demandaient s'il fallait participer aux élections. Et donc, on peut dire qu'ils se sont institutionnalisés et que parallèlement, les socialistes se sont écologisés. C'est pour ça qu'il y a quand même des points de rencontre, puisque par exemple, dès 97, Dominique Voynet est au gouvernement Jospin, les écolos sont dans le gouvernement de François Hollande, et il y a un accord programmatique complet. Et Hamon, dans le bouquin, il dit bien que c'est sur le programme qu'il y a eu le moins de problèmes. Ce qui posait problème, c'est de se répartir les circonscriptions pour les législatives. Mais en 2017, il y a quand même eu un candidat commun, ce qui montre qu'il y a des convergences. Et le dernier tout petit point, c'était pour vous faire plaisir, c'est qu'en fait, quand on regarde les personnalités qui est en train de recevoir Isabelle Tisse-Saint-Jean au siège du Parti socialiste pour nourrir le plan de relance et le plan du monde d'après des socialistes, il y a quand même beaucoup de gens qui sont compatibles ou qui sont plutôt des écolos. Il y a Gaël Giraud, il y a Nicolas Hulot, il y a Jean-François Julliard, il y a Cécile Duflot qui est maintenant à Oxfam. Et il y a aussi des lectures partagées. Moi, j'ai eu l'occasion de parler, pas non plus 1 heure, mais 5-10 minutes avec Isabelle Tisse-Saint-Jean du bouquin de Serge Audier. Il y en a 2 que j'ai là, mais je sais pas si enfin, en gros, c'est l'âge productiviste et la société écologiste et ses ennemis. Et en gros, la thèse d'Audier, c'est que dans le socialisme utopique, ou dans le socialisme romantique du 19e siècle, il y avait beaucoup de brèches écolos. Ça, c'est sa thèse, hein, chacun pourra lire et se faire une idée. Et il cite notamment Élisée Reclus, qui est un anarchiste et un géographe,
Proudhon et Fourier. En gros, lui, ce qu'il dit, c'est que ce socialisme utopique-là, qui aurait pu être la matrice de l'écologie politique, a été écrasé par le matérialisme marxiste, et qu'aujourd'hui, lui veut faire réémerger une société écolo qui réunirait la tradition, entre guillemets, des précurseurs socialistes, l'écologie politique d'aujourd'hui, pour créer une alternative écologiste, une société écolo. D'accord. Après, je pense que j'étais assez long, je pense, mais après, si vous voulez, sur les thématiques Donc, que tu peux terminer, vas-y. non, mais en gros, au début, sur les thématiques un peu différentes que les écolos poussent par rapport au PS en 74, il y a un rapport à l'État qui n'est pas du tout le même, puisque les écolos sont un peu pour le municipalisme libertaire ou pour la commune. Pour cet échelon-là, ils sont complètement contre le jacobinisme, qui peut être la pente du Parti socialiste. Et ils ont un rapport à l'État qui est assez compliqué. Et puis sur toutes les questions régaliennes, comme l'armée, par exemple, ou la police, on ne peut pas dire qu'ils aient vraiment une vision, même si on trouve des bribes dans le programme de Dumont. Sur l'économie, c'est rigolo parce que j'ai retrouvé dans La Gueule ouverte, qui était le journal des écolos, avant cet entretien, une interview d'Édith Cresson en 75, qui dit qu'elle est pour une économie planifiée, pas administrée, hein, planifiée. Les écolos, eux, sont pour l'autogestion, dans la lancée du PSU quelque part. Et le dernier point qui peut être intéressant, c'est que les écolos se vivent à l'époque comme une minorité, ce qu'ils sont, mais ils sont contents de l'être quelque part, et ça, c'est Serge Moscovici, le père de l'autre, de Pierre Moscovici, qui le théorise et qui l'explique dans plusieurs de ses bouquins. Et donc, quelque part, les écolos vont pas mal s'appuyer sur les minorités ou sur divers combats post-68, et ils feront de ces minorités-là un peu l'avant-garde éclairée qui peut faire changer les choses quand le PS, traditionnellement, va se reposer plus sur les travailleurs ou la classe ouvrière pour l'émancipation. Et il y en a un qui fait le pont, qui passe de la tradition socialiste à la tradition écolo en expliquant qu'aujourd'hui, ceux qui peuvent changer les choses, c'est plus la classe prolétaire parce qu'elle est aliénée. C'est André Gors, qui s'appelle aussi Michel Bosquet, il a plusieurs pseudos. Lui, il travaillait à l'Obs, c'était un journaliste, mais il était aussi un peu philosophe et il va énormément influencer les écologistes jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces premiers éléments. Alors, j'ai déjà des questions. Donc, Pauline qui pose une question. Bonjour, donc les écologistes sont un peu entre des activistes, modalités de campagne, difficultés à englober l'ensemble des problématiques, et des militants politiques, présentation à des élections, responsabilités locales et nationales. Est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce à raison de leurs résultats en dents de scie d'un scrutin à l'autre? Sont-ils plutôt d'un côté ou de l'autre, entre des activistes ou des militants politiques finalement? Alors, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont à Europe Écologie Les Verts sont avant tout des hommes politiques, des militants. Mais c'est vrai que la question est tout à fait pertinente parce qu'au début de l'écologie politique, dans les années 70, ce sont essentiellement des militants. Par exemple, ce qui est très important, c'est que le mouvement écolo est assez disparate. Il y a des féministes, il y a des pacifistes, il y a entre guillemets des gauchistes, comme on appelle ça à l'époque. En gros, ceux qui sont sur la gauche du PCF. Il y a donc des non-violents, des pacifistes, des féministes, des gauchistes, des écologistes, la mouvance aussi de la Confédération paysanne, même si à l'époque ça ne s'appelle pas comme ça, des scientifiques, beaucoup de scientifiques, parce qu'il y a une partie de l'écologie, enfin beaucoup proportionnellement, parce qu'il y a une partie de l'écologie qui a quand même des racines scientifiques, et tout ce monde-là va se retrouver dans un creuset qui est la lutte contre le nucléaire. Et donc dès 71, c'est-à-dire 3 ans avant la première candidature écolo, tout ce petit monde-là va se retrouver à Bugey pour faire une manif antinucléaire. À ce moment-là, c'est piloté par la bande de Charlie Hebdo et Pierre Fournier, qui ensuite créera La Gueule ouverte, qui sera le journal écolo. Et donc, il y a cette première manif-là, donc, qui est très cool. Il y a des écolos qui sont à poil. Ça se finit par une grosse fête où ils cassent les pianos parce qu'ils sont bourrés. Ça, c'est plutôt l'équipe Choron et Charlie Hebdo. Mais c'est vraiment ça qui va drainer les écolos. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu les sommaires et les unes de La Gueule ouverte, beaucoup sont sur le nucléaire. Et par ailleurs, l'écologie va se développer en Alsace au début des années 70 par la lutte contre le nucléaire, notamment avec Solange Fernex, Antoine Wechter.
Et les premières luttes seront donc à Fessenheim. Il y aura aussi des sortes de ZAD de l'époque, c'est-à-dire des grands sit-ins où ils installent des tentes, où ils vivent plusieurs jours d'affilée contre le déplacement de l'usine de Markelsheim. Donc au début, c'est une écologie des luttes. Et en fait, en s'apercevant que les socialistes, entre autres, et les socialistes surtout, parce que c'est quand même eux, ils attendent rien de la droite. Donc s'ils devaient attendre quelque chose de quelqu'un, ce serait plus des socialistes. En s'apercevant qu'il ne se passe rien, qu'ils ne sont pas entendus, ils vont petit à petit s'engager en politique. Mais quand on prend les origines de l'écologie politique, en 1974, il y a très peu de cadres ou de militants qui n'ont pas avant tout une activité. Alors à l'époque, on n'appelle pas ça des ONG, mais qui ne sont pas d'abord venus à l'écologie par des luttes. Alors il y en a Brice Lalonde, il a fait des luttes surtout contre l'automobile à Paris et après contre le nucléaire. Mais disons qu'il y a ce terreau-là. Et honnêtement, si on prend les premiers leaders écolos, bon, Dumont est agronome, il fera des luttes, mais ce n'est pas le début, enfin, c'est pas son parcours. Solange Fernex, qui sera candidate aux européennes et qui sera une des figures, elle, c'est la lutte contre Fessenheim. Dechter, c'est des luttes plus pour la protection de la nature en Alsace, et ainsi de suite. Et aujourd'hui encore, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ponts entre les ONG et ELV. On peut penser à Yannick Jadot qui venait de Greenpeace. Aujourd'hui, Cécile Duflot, elle fait le chemin inverse puisqu'elle va à Oxfam. Et donc, c'est vrai que c'est un peu comme, alors, je ne sais pas si c'était dans les statuts du Parti socialiste, ce serait intéressant de savoir, mais disons que chez les socialistes, il était bien vu, ou il était normal d'adhérer en même temps à un syndicat. Alors, on peut dire que pour les écolos, il est normal de participer à des luttes politiques sur le terrain. D'accord. Justement, ça rejoint tout à fait la question. On a une autre question de Fanny. Selon toi, quelle relation entretiennent les écologistes avec les syndicats, justement? Bah, je dirais qu'ils se connaissent peu, même si dans les années 70, pardon, ils étaient assez proches de syndicalistes de la CFDT. Quand je dis proche, je ne sais pas si c'est humainement, mais en tout cas, au point de vue des idées, je pense à Touraine, on ne devrait pas écorcher son nom de famille, c'est le père de Marisol, qui était, à l'époque, la CFDT, elle est très deuxième gauche et elle n'a pas que des revendications qui concernent le monde du travail, elle a des revendications beaucoup plus larges, elle est assez anti-nucléaire. Et à cette époque-là, il y a des ponts qui se font. Après, le problème des écolos, c'est que la CGT est quand même marquée, l'était en tout cas, par une culture marxiste, productiviste, et souvent le secrétaire général, je crois que c'est le nom, de la CGT était aussi au bureau politique du Parti communiste, donc ils n'en étaient pas vraiment proches de ce point de vue-là. La CFDT, c'était vu, historiquement, c'est pas leur syndicat non plus, et FO non plus. Donc, c'est vrai qu'ils ont eu des liens plutôt avec les ONG, qu'ils n'ont pas été aveugles à la question du travail, mais que c'est des liens qui sont plus distendus. Mais on voit qu'aujourd'hui, par exemple, dans le tour de table, et ça c'est assez intéressant à voir, c'est que je trouve que pour la première fois, il y a des politiques, des syndicalistes, des ONG qui bossent ensemble. On peut penser au truc à l'initiative d'Oxfam et les 32 mesures ou 34 d'Oxfam de la CGT de Greenpeace, qui est soutenue par des écolos. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et de l'autre côté, il y a la CFDT avec la FNH qui avance aussi des propositions. Donc j'ai l'impression que pour l'heure, et pour la première fois peut-être, il y a des initiatives qui convergent. CFDT écologie, CGT écologie, et ça, c'est assez nouveau. Alors, très bien. Et justement, dans ce rapport entre les écologistes et le travail, Pauline Joubert pose une autre question, donc justement sur un thème qui est important pour les écologistes et qu'on entend beaucoup, c'est le thème de la décroissance. Il y a un article du Monde, visiblement, qui est sorti ce matin qui parle de la décroissance comme allant à l'encontre de l'objectif de plein emploi, puisqu'on va entrer dans une crise sociale, une crise économique importante. Donc, c'est vrai que l'objectif pour beaucoup, ça va être de retrouver un emploi ou de pouvoir retrouver une activité pérenne. Quel est votre avis sur cette thématique? Est-ce que ça peut être porteur pour un programme à l'échelle nationale ou est-ce que ce serait réservé à un groupe d'activistes, de militants de combat? Alors en fait, les écolos ne se sont jamais revendiqués décroissants. C'est un débat qui a eu, j'ai plus la date en tête, mais au moment où Serge Latouche et Paul Ariès poussent ce mot de décroissance, il y a il y a un journal qui s'appelle La Décroissance, et eux-mêmes reconnaissent que eux appellent ça un mot obus, c'est-à-dire c'est un mot qui s'écrase un peu dans le débat public et qui oblige à réagir. Mais quelque part,
ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, il n'y a pas vraiment de théorie qui va avec, puisque n'importe qui pourra reconnaître qu'il y a des activités qui doivent croître. Les écolos les premiers, si on leur parle de l'éolien ou je sais pas moi, des énergies, des ENR, ils seront évidemment pour une croissance de ces activités-là, et à l'inverse, ils seront pour que, je sais pas moi, le nombre de voitures ou l'usage du plastique soit en décroissance. Donc c'est avant tout un mot qui était dans le débat politique qui est intéressant parce qu'il fait réagir et il fait réfléchir. Au moment où les écolos, au moment où le débat a existé, vraiment, parce qu'il date, je crois, des années 2000, ceux qui étaient le plus décroissants, entre guillemets, chez les écolos, parlaient de décroissance sélective, ce qui était aussi une manière de mettre une distance avec le mot. C'était le reprendre, mais pour bien dire que sur certains sujets, il pourrait y avoir une croissance et dans d'autres cas, non. Mais le mot de décroissance a aussi un avantage, c'est qu'il parle de croissance, puisqu'il est dedans. Et les écolos, par contre, sur la croissance, ont une vraie différence avec les socialistes, c'est que depuis les années 70, ils remettent en cause cette notion, puisqu'ils disent qu'il peut y avoir une croissance infinie dans un monde fini. Ça, c'est un discours des écolos, mais dès 1972, il y a le rapport du Club de Rome qui dit exactement ça. Et donc ça, c'est un vieux thème écolo, et ça conduira aussi chez les écolos, et pendant longtemps, à vouloir remettre en question le PIB, qui pour eux est une mauvaise mesure de l'économie. Eux préfèrent d'autres indicateurs, et d'ailleurs dans un congrès du PS, Mélenchon défendait aussi de nouveaux indicateurs, à l'époque quand il était encore chez vous. Donc si vous voulez, eux, croissance, c'est pas vraiment leur mot, ils essaient de s'en défaire, d'inventer peut-être autre chose. Personne ne s'est jamais réellement déclaré décroissant. Je crois que parfois Delphine Bateau le fait, mais il faudrait voir. Mais eux préfèrent cliver sur productiviste, pas productiviste, pas sur croissant-décroissant. Une autre question d'Alexander Glogowski sur Facebook. Quelle part représente le malthusianisme dans le corpus idéologique écologiste? Heureusement que j'ai révisé avant de venir. Justement, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure avec Paul Alrich et son livre qui date de la fin des années 60, La bombe P. C'est qu'au début, dans l'écologie politique, il y a un côté malthusien, mais je dirais malthusien de gauche, qui est porté par Dumont, essentiellement d'ailleurs, plus que par les autres, et qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est pour en gros une limitation du nombre de naissances, parce que, pense-t-il, la planète ne pourra pas nourrir tout le monde s'il y a une croissance exponentielle du nombre d'habitants et qui veulent s'aligner sur les standards occidentaux. Donc lui regarde d'ailleurs plutôt d'un bon oeil ce qui peut se passer en Chine dans ces années-là. Dans son programme de 74, il est pour qu'on arrête les aides à la natalité dès le deuxième enfant. Donc lui a un vrai raisonnement là-dessus, mais qui est porté par toute une littérature de l'époque, disons de gauche et malthusianiste, ou de gauche alternative et malthusianiste, et lui, quelque part, s'en fait l'écho. Mais c'est pas une... Il y a Cochet, après, un peu, qui porte ça, dans les années qui suivent, mais c'est un peu le seul. Et après, disons que c'est une tradition, si on veut appeler ça une tradition, qui disparaît. Beaucoup. Une autre question d'Alexander sur le terrain européen. Pourquoi le glissement à droite, donc le fait de participer au gouvernement autrichien en coalition avec la CDU, pourquoi est-ce que c'est présenté comme l'acquisition d'un nouveau sens de responsabilité? Et est-ce que ce n'est pas finalement une trahison plutôt du message initial, cette coalition? Alors, je suis pas très bon, moi, sur les comparatifs européens, mais cela dit, il y a alors c'est l'Allemagne, mais l'Allemagne et l'Autriche, c'est quand même un fond de culture commune, et surtout dans cet espace politique-là. Et depuis longtemps, il y a une grosse divergence entre les écologistes français et les écologistes allemands. C'est que les écologistes français, effectivement, aiment bien avoir une sorte disons, de pureté, et même quand ils ne l'ont plus, c'est vrai qu'ils ne font des alliances qu'avec la gauche. Historiquement, ils ne se sont jamais alliés avec la droite. Et même quand ils sont alliés avec la gauche, quand c'est Manuel Valls, pour eux, c'est plus possible. Les Allemands, il y a une tradition, il y a les Fundi et les Réalos, et Cohn-Bendit a toujours été pour les Réalos, c'est-à-dire, enfin, il a eu son époque élection piège à con et son époque anard, mais, et ça il me l'explique dans le bouquin, quand il franchit le pas de l'engagement politique, lui il dit la politique c'est fait pour faire changer des choses, et donc si on s'engage, on fait des contrats de majorité,
on obtient les avancées qu'on peut, on fait donc des contrats, et après, on va dans la majorité pour faire appliquer ce qu'on a obtenu par le contrat. Et cette culture du contrat, elle n'existe pas chez nous, et les écologistes allemands s'y retrouvent plutôt bien. C'est un peu l'idée que si on veut marquer des buts, c'est une métaphore de Pascal Canfin, mais il peut jouer sur plusieurs terrains manifestement, parce que Canfin disait, pour marquer des buts, il faut être sur le terrain. Bon, après, la limite, c'est sur quel terrain, quoi, parce que lui, il était sur le terrain des écolos, aujourd'hui, il était dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, et aujourd'hui, avec cette logique-là, qui peut s'entendre, hein, il était le numéro 2 de la liste LREM. Donc disons qu'il y a une tradition allemande qui n'est pas déshonorante chez eux, c'est pas se vendre, c'est pas se compromettre, c'est juste obtenir des choses, ne pas rester spectateur et donneur de leçons et donner des bons points ou des mauvais points, c'est agir directement sur le réel, entre guillemets. Donc eux, le contrat les effraie pas. Autre question d'un spectateur Facebook anonyme, les radicalisations des formes de manifestation dont on parlait tout à l'heure un petit peu avec certains militants activistes, ce rapport des écologistes vis-à-vis de la loi, est-ce que c'est pas quelque chose de problématique justement pour les écologistes et pour ceux qui défendent l'écologie politique? Alors l'écologie politique, elle est née avec un fort courant, enfin avec beaucoup de figures pacifistes qui l'ont rejoint. Il s'imprègne beaucoup. Par exemple, quelqu'un comme José Bové est éminemment pacifiste. Il est pétri de culture, il est pétri en tout cas des lectures de Thoreau, la désobéissance civile, de Gandhi. Et donc lui, il va avoir cette culture-là de désobéissance civile, c'est-à-dire de désobéir à la loi quand il l'estime injuste. Donc ça rejoint une part de vos préoccupations. Et il y a des figures du pacifisme comme le général Jacques Paris Bollardière, qui était un des principaux dirigeants, je crois, en Algérie, puis qui, vu la politique qui était menée en Algérie, a quitté son poste et est venu rejoindre les rangs des pacifistes, et on l'a retrouvé dans beaucoup de luttes écolo contre le nucléaire. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie tradition pacifiste antimilitariste qui explique aussi leur, 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 leur manifestation et leur dégoût du nucléaire. C'est aussi parce que le nucléaire civil est comme un prolongement du nucléaire militaire qui, pour eux, équivaut à la guerre et à ce qu'on a connu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'écologie, au début, c'est un vrai pacifisme qui n'empêche pas la désobéissance civile. Mais par contre, au milieu des années 70, enfin, vers 75, 76, 77, se développe un peu l'éco-sabotage, et les écologistes commencent à se radicaliser. Une partie des écologistes, parce que par exemple dans la Gueule ouverte, qui est donc enfin pas leur journal, mais le journal qui les rassemble le plus, il y a tout un débat sur violence ou non-violence pour atteindre leur but. Et notamment en 1976, il y a une première manifestation contre une centrale nucléaire à Malville, contre la construction de la centrale nucléaire, qui se passe plutôt bien. En 1977, il doit y avoir une autre manifestation où le PS pense aller avec une délégation, mais devant la radicalisation des troupes, ils décident de ne pas y aller. Les écolos y vont, et là, ce sera une manifestation très violente, avec un mort, le premier mort écolo, Vital Michelon. Et les écolos, donc certains ont défendu l'éco-sabotage, mais ça s'est vraiment arrêté à cette période-là, alors qu'à une période où il y avait un peu une fascination de la gauche pour les actions un peu comme ça. On peut penser à ce qui se passait en Allemagne. Un peu un culte enfin en tout cas l'idée que la violence pourrait être un outil politique, et ça tombe assez vite en désuétude. Et après, chez les écolos politiques, il peut donc y avoir la justification de la désobéissance civile, mais l'appel à la violence, je l'ai jamais entendu dans la bouche d'un dirigeant politique. Peut-être qu'après il y a des militants de la cause écolo, mais il faudrait définir ce qu'est c'est difficile de mettre des bornes, mais ça doit exister. Il y avait eu des attentats des charges explosives, je crois, contre des centrales nucléaires dans les années 70, donc ils n'ont pas prêté à conséquence, mais il y a eu ce type de tentation-là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, tout à fait. Enfin, moi, ce que je comprends, c'est que ça reste des épiphénomènes, c'est-à-dire que c'est pas du tout prôné par le mouvement global, par les différentes incarnations. Après, ça le dessert peut-être à certains, ça les a desservis à certains moments, mais voilà, c'est problématique quand ça se présente, mais c'est pas un discours plus politique qui tienne. J'avais plus en tête la question, mais je pense qu'il faut vraiment distinguer ce qui est illégal et qu'ils peuvent revendiquer, comme l'arrachage des OGM, comme le Pax au moment où Noël Mamère le fait, où c'est pas légal,
ou comme ce qu'ils font sur Larzac dans les années 70, où ça, ils revendiquent, eux, la désobéissance civile, mais ils ne revendiquent jamais, sauf une toute petite minorité dans les années 70, la violence contre des personnes comme un moyen politique. C'est clair. Autre question, je ne sais pas si tu connais Arthur Gaël Giraud. On a une question d'Odile, qui est ex-président de l'AFD, qui développe un certain nombre de théories sur la... Gaël Giraud, il travaille. Oui, d'accord. Ok. Est-ce que tu as un avis un petit peu sur ces positions? Alors, je ne suis pas un expert, malheureusement, des positions de Gaël Giraud. Je lis ses interviews, mais pour être très honnête, je n'ai pas lu ses livres. Je trouve que c'est un penseur, un économiste et un écolo, je ne sais pas d'ailleurs s'il faut le ranger sous cette bannière, je ne sais pas si lui le ferait. En tout cas, il pense l'écologie, mais je ne suis pas sûr qu'il se dise plus près de LV que de vous. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu grenouiller dans des trucs de LV. Et moi, je trouve qu'il est très intéressant puisqu'il est jésuite. Il va bientôt présenter enfin bientôt, c'est dans un an, je crois, sa thèse, oui, sa thèse. Euh, et donc, il a un parcours extrêmement atypique. Je crois qu'il célèbre encore des offices. En même temps, il est économiste, il est écolo. Et il avait fait une interview dans Le Monde que j'ai trouvé très intéressante il y a encore quelques semaines, en même temps que l'interview de Philippe Descola, qui est aussi un philosophe et anthropologue qui influence les écolos, notamment Pierre Charbonnier, un jeune philosophe qui a signé une tribune commune avec pas mal de socialistes, des écolos et de la gauche alternative. Et Gaël Giraud, ce qui pourrait être à creuser, que je n'ai pas vraiment creusé dans le bouquin, c'est qu'il y a vraiment une tendance écolo qui a des racines chrétiennes. Enfin, il faudrait creuser le lien entre le christianisme, en tout cas les textes, les évangiles, et l'écologie politique. Par exemple, Duflo, elle était à la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne. Il y a beaucoup d'écolos, enfin beaucoup, il y a plusieurs écolos qui ont un peu un parcours comme ça. Quand on lit Laudato Si, c'est extrêmement, enfin, c'est une encyclique qui parle de l'écologie, mais de fait, dans les constats et même dans beaucoup de ce qui est dit, un écologiste pourrait le signer à 100%. Et d'ailleurs, il y a un livre où Nicolas Hulot fait une préface avec d'autres auteurs. Je me demande si Gaël Giraud ne l'a pas signé. Mais par exemple, dans les penseurs très écolos, il y a Ellul qui était protestant, Jacques Ellul, et Ivan Illich aussi, qui a un parcours extrêmement intéressant, qui a beaucoup influencé les écolos, qui lui était aussi extrêmement croyant et qui allait vivre au Mexique et qui après a développé toute une, tout un discours critique de la technique notamment et de l'écologie, et dont le livre le plus connu est La convivialité. Non, je crois que c'est en 73. Mais il y a des ponts, en tout cas, il y a des ponts, et ce serait intéressant de creuser plus que ce que je ne l'ai fait, ces ponts-là. Merci beaucoup. Autre question, la collapsologie n'est-elle pas une négation du progrès? Bonne question. J'ai combien d'heures? Non, bah, moi j'ai un peu déjà je suis pas j'ai lu les interviews, j'ai écouté Pablo Servigne, mais j'ai du mal à voir la finalité de la collapsologie, si ça veut dire un repli comme Cochet sur ces hectares et ces hectares de domaines près de Rennes. Bah, disons que c'est pour la happy few, quoi. Et sinon, si c'est une critique du modèle actuel qui court à l'effondrement, ça, c'est vrai que c'est un thème qu'on retrouve chez les écolos dès le début, puisque Dumont, plusieurs fois dans sa campagne de 74, dit que si on continue à ce rythme-là, la croissance de notre pays, enfin la planète ira. Là, tu m'étais fait une fille. Vous me voyez si je fais ça ou pas? Oui, oui, on te voit là. C'est tout pour vous. Bon, je la retrouverai peut-être plus tard. Parce que ce que je veux dire, c'est que les mots effondrement, on les retrouve dans la bouche de René Dumont dès 74, dès sa campagne. J'essaie juste de retrouver l'extrait. Alors, je vous lis l'extrait. Alors, voilà ce que dit Dumont, c'est dans un entretien au Monde où il justifie sa candidature. Et il dit, si nous maintenons le taux d'expansion actuel de la population, c'est un peu le malthusianisme, et de la production industrielle jusqu'au siècle prochain, ce dernier ne se terminera pas sans l'effondrement total de nos civilisations. Donc bon, déjà, à l'époque, on a ce thème-là. Euh, et je ne sais pas si vous voyez là, le, le titre, c'est l'écologie ou la mort. C'est pas le bouquin
que je voulais trouver, mais il a fait un bouquin qui s'appelle L'Utopie ou la mort. Donc, ce qui montre que dès le début, les écolos disent si on ne fait pas gaffe, c'est l'effondrement. Après, on l'a traduit en anglais, j'imagine que c'est plus joli, mais le mot existe en français. Il était employé dès 1974 et le journal écolo, donc je leur fais pas de pub, d'autant qu'il n'existe plus depuis le début des années 80, mais la gueule ouverte, le surtitre, c'était le journal qui annonce la fin du monde. Après, mais c'était enfin, c'est une émanation de Charlie Hebdo. En fait, Pierre Fournier travaillait à Charlie Hebdo et disons que sa lubie écolo commençait à gêner un peu Charlie Hebdo, ils lui ont dit bah, va faire ton journal ailleurs. Et donc, du coup, lui, il allait faire son journal ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la culture et l'état d'esprit Charlie Hebdo, d'où le surtitre un petit peu, pas tapageur, mais un petit peu fort. Et après, les écolos, eux, sur le progrès, c'est un vrai mot socialiste, ou un vrai mot de gauche, avec une longue tradition. Mais les écolos vont beaucoup réinterroger quand même cette notion de progrès. Donc, je suis pas sûr que eux mettraient en regard ces deux notions-là, la collapsologie et le progrès. Parce qu'en gros, ils remettent aussi beaucoup ce qu'est le progrès scientifique avec l'idée qu'il n'y a pas forcément un déterminisme, que le progrès scientifique n'est pas bon en soi. Et donc, ils remettent un peu en cause cette notion-là. Donc, après, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Mais effectivement, si c'est la collapsologie comme l'effondrement du monde avec aucune perspective, c'est sûr que ce n'est pas des jours très riants. Donc à ce moment-là, ce ne serait pas un progrès en soi. Mais ce n'est pas quelque chose qu'ils souhaitent, hein, l'effondrement, ceux qui sont collapsologues. C'est quelque chose qu'ils craignent. Et le seul collapsologue un peu chez les écolos, c'est Yves Cochet, enfin, qui d'ailleurs est assez collapsologue et qui maintenant réenfourche ces thèmes-là parce qu'ils sont à nouveau au goût du jour, mais que lui ne les a pas abandonnés. Et je crois notamment que Servigne lui rend hommage dans ses bouquins, dans certains de ses bouquins. Mais il n'y a que lui qui avait un petit peu continué cette tradition qui remontait à du monde, voilà, d'annoncer la fin du monde assez régulièrement. D'accord, très bien, c'est clair. Alors moi, j'avais une petite question aussi. Selon toi, qui sont les ennemis principaux des politiques écologistes? C'est-à-dire, qu'est-ce qui bloque en fait, qu'est-ce qui crée le principal blocage dans une politique qui met en avant en premier lieu l'écologie? Est-ce que ce sont les États, les institutions? Est-ce que ce sont les consommateurs? Est-ce que les blocages viennent plutôt des lobbies du secteur privé ou est-ce que ce sont les écolos eux-mêmes qui ont du mal, justement, on a vu dans les premiers échanges, parfois avec la question du compromis en politique. Donc, qui est l'ennemi numéro un de l'écologie politique ou quel est l'ennemi numéro un de l'écologie politique, selon toi? C'est un peu dur à dire dans la mesure où les écolos n'ayant jamais eu le pouvoir, difficile de savoir qui s'opposerait le plus à eux. Cela dit, ils ont déjà occupé des postes de pouvoir dans différents ministères. Que ce soit Brice Lalonde, qui n'était pas chez les Verts, hein, mais qui a été le candidat des écolos en 81, qui est un des précurseurs, qui est une des petites mains, une grande main de la campagne de Dumont. Lui, il est au pouvoir en 88 sous Rocard. Après, Voynet le sera. Après, Duflot le sera. Et après, Nicolas Hulot le sera. Donc, je pense que le ministère de la Transition écologique, c'est le ministère du temps long. Et donc, par essence, il est très difficilement compatible avec un mandat politique où ce qui prime, c'est le court terme parce qu'il faut avoir des résultats. Par ailleurs, les écolos disent souvent que eux, ce qui les empêche de. Enfin, ceux qui se frottent le plus à eux sont les lobbies, le lobby de l'automobile, le lobby du nucléaire, le lobby de l'agroalimentaire, qui savent se faire entendre, qui sont aussi d'importants pourvoyeurs d'emploi et qui font souvent, pas du chantage, mais enfin, les écolos appellent ça du chantage à l'emploi, mais donc ils mettent en balance ce que coûterait une politique de transition avec les emplois qui pourraient être perdus dans ce cas-là. Et après, quand Hulot part, il explique bien que s'il ne peut pas faire sa politique, c'est parce que pour lui, il le dit, l'écologisme ou l'écologie n'est pas soluble dans le libéralisme. Donc on peut penser que tant que ce sera ce modèle-là qui est dominant, les écolos auront du mal à, à voir leurs idées en œuvre. Et par ailleurs, les écolos disent, enfin pas souvent, mais c'est Jean Desessard qui dit ça, qui était un ancien sénateur, que les gens sont assez facilement d'accord sur le constat, mais pas sur l'ordonnance, pas sur le remède. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord, même je crois que c'est quelque chose qui est partagé maintenant par presque toute la classe politique, pour dire qu'il y a un problème de réchauffement climatique, qu'il y a un problème
planétaire, mais les solutions ne sont pas partout pareilles. Certains veulent juste des aménagements, d'autres veulent une sorte de révolution ou de transition écologique très forte. Et que Pierre Charbonnier, par exemple, le dit dans une interview, je ne sais plus laquelle, que en gros, ça ne sera pas inodore et incolore les mesures pour faire cette transition écolo, et qu'il y aura, entre guillemets, c'est une vraie déviation de la trajectoire actuelle, et que ça, il faut être prêt à l'assumer. Et c'est peut-être pas très, dans un premier temps, pas très populaire. C'est comme Anne Hidalgo, quand elle a commencé à diminuer la place de la voiture à Paris, on a entendu beaucoup de critiques. Quand elle a fait les voies sur berge, on a entendu beaucoup de critiques. Aujourd'hui, même à droite, personne ne veut les réouvrir à l'automobile. Donc il y a souvent des forces d'inertie au début. Une fois que c'est fait, souvent ça plaît à la majorité. Merci beaucoup, Arthur. Alors, il n'y a pas eu d'autres questions. Moi, j'en ai une autre. Est-ce que tu penses qu'une alliance à gauche, incluant les écologistes, est possible pour 2022 Euh, de l'évolution globale? c'est Moscovici, Serge, qui disait qu'on ne pouvait prédire que le passé, et je suis assez d'accord avec lui. Et prédire l'avenir, c'est souvent s'assurer du ridicule. Mais en tout cas, elle est possible. Je ne sais pas si elle sera faisable, mais elle est possible. Après, ça dépend ce qu'on appelle. Vous avez dit la gauche et les écologistes? Par exemple, ça dépend ce qu'on appelle la gauche, parce que si on met Mélenchon dans la gauche, pour moi c'est un homme de gauche, son programme de 2017 n'est pas très différent de celui de 2012. Ce qui est différent, c'est les mots d'ordre qui changent et ce qu'il met en avant, et les thèmes, les termes aussi qu'il emploie pour faire un discours populiste. Mais en gros, quand on voit 2017, il y a déjà eu une candidature commune entre le PS et les écolos. Donc je pense que d'un point de vue idéologique, elle pourrait avoir lieu, cette candidature-là. Il y a eu à l'époque la volonté de faire une grande primaire à gauche, c'était notamment déjà à l'époque poussé par Glucksmann. C'était un moyen d'obliger Jean-Luc Mélenchon, enfin, c'est un moyen aussi d'obliger Jean-Luc Mélenchon, s'il y avait une dynamique à venir y participer. Il a préféré ne pas y aller. Là, je pense que ça va dépendre de plusieurs choses. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a envie ou pas d'y retourner? Est-ce qu'il est en mesure ou pas d'y retourner avec un bon score? S'il est en mesure d'y retourner avec un bon score, je pense qu'il y aura une question encore une fois de dynamique. S'il est donné très loin devant les candidatures écolo ou socialistes, ça sera compliqué de l'emmener dans une logique d'union. Après, pareil, c'était avec Isabelle Tisse-Saint-Jean qui me disait ça, et c'est pas faux, c'est qu'il y a quand même moins d'écart aujourd'hui dans cet espace politique-là, idéologiquement, qu'en 72, au moment du programme commun, où il y a quand même Georges Marchais, le Parti socialiste et le Parti radical de gauche, qui n'avait déjà à l'époque de radical que le nom, et pourtant ils arrivent à faire un accord. Donc, d'un point de vue purement idéologique, je ne pense pas qu'il y ait d'impasse insurmontable. Après, il y a des égoïsmes de parti, il y a des dynamiques, puis après, il y a la question de l'incarnation. Et je pense que les écolos, dans la mesure, si c'est confirmé au municipal, mais si jamais la dynamique est derrière eux, comme ils ont eu l'impression que dans l'histoire, ils ont toujours été sur le porte-bagages du Parti socialiste, ils voudront y aller. Et est-ce qu'un socialiste voudra se ranger derrière le panache d'un écolo? C'est pas sûr non plus. Une autre question, la prétention des écologistes à transformer le réel ne se fracasse-t-elle pas sur la réalité politique qui en font durablement une force mineure, à l'instar des libéraux? Déjà, partir du réel pour aller à l'idéal, si je ne me trompe pas, c'est plutôt une phrase socialiste. Je crois que c'est Jaurès, si je ne me trompe pas. Mais changer la vie, c'est Rimbaud et après, c'est Mitterrand. Donc, ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est un peu le minimum qu'on peut attendre d'un politique qu'il veuille changer le réel. Sinon, c'est du conservatisme. Donc, est-ce qu'on peut leur reprocher ça? On peut peut-être leur reprocher ce qu'ils veulent faire. Après, de vouloir transformer les choses, ça, je ne pense pas. Et après, c'est vrai qu'ils ont toujours, pour l'instant, été minoritaires au niveau national, donc ils ont rarement changé grand-chose. Après, à Grenoble, ils sont majoritaires et manifestement ça plaît puisque Piolle a fait 47%. Et après, sur la difficulté à transformer, bah, je pense que c'est vrai, quand le Parti socialiste ou les socialistes arrivent au pouvoir en 1936, ils se heurtent à d'importantes forces qui jouent contre eux. Si les écologistes demain étaient au pouvoir, j'imagine qu'il y aurait loin de la... Il y aurait comme les socialistes, il y a l'exercice du pouvoir qui est toujours compliqué parce qu'entre ce qu'on promet dans l'opposition, entre ce qu'on veut dans l'opposition et ce qu'on peut faire au pouvoir, c'est vrai qu'il y a toujours un important écart. C'est Bergogneau qui a écrit un livre dessus, mais je ne sais plus de son titre, mais
sur un peu cet écart-là. Et d'ailleurs, les socialistes, pendant longtemps, ont eu du mal aussi avec l'idée d'aller seulement participer. Et c'est Bloom qui théorise qu'on peut participer sans se renier. Et donc, est-ce que les écologistes changeront beaucoup de choses si demain ils sont au pouvoir? Ça dépend peut-être des socialistes aussi, s'il y a une union, ça dépend aussi s'ils ont la majorité, enfin, s'il y a une hégémonie culturelle, ça dépend de beaucoup de choses, mais non, mais c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Bon, merci quand même Arthur. Cette conférence va toucher à sa fin puisqu'il est bientôt l'heure malheureusement. On doit rendre l'antenne comme on dit. Donc merci à tous d'avoir participé. Merci beaucoup Arthur pour ton éclairage. Vraiment, bon, c'est un sujet évidemment essentiel et très important. Donc c'était très bien qu'on puisse le couvrir aujourd'hui. J'invite tout le monde à aller chercher ton livre en librairie, pas hésiter. Donc je vous redonne le titre. C'est une histoire de l'écologie politique de René Dumont à Nicolas Hulot aux éditions La Tango. Et un dernier mot, mais si vous voulez en parler, qu'un socialiste qui connaît bien le sujet, Marie-Noëlle Lienemann, je crois, était une des toutes premières à être secrétaire nationale à l'environnement. Ah oui, tout à fait, Marie-Noëlle qui était longtemps, tout à fait. Même si maintenant elle n'est plus totalement chez vous, mais ça reste une socialiste. Ah oui, absolument. Ouais. Comme quoi les ponts sont possibles et se construisent petit à petit. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tous pour cet épisode 9 de la saison 2 des universités politiques du confinement. Donc, la prochaine conférence, le prochain épisode, ça aura lieu jeudi à 18h. C'est sur la ville du quart d'heure à l'heure de pandémie mondiale. Donc, ça promet. Merci beaucoup à tous encore une fois d'avoir participé. Merci à Arthur. Et puis, à très bientôt pour un prochain épisode de ces universités politiques du confinement.